toutes et à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois, comme chaque matin, sur la chaîne Basket Session Rivers pour décrypter ensemble la nuit NBA. Un seul match hier soir, les Celtics qui en ont terminé avec les Hawks en l'emportant 128-120. Pour en parler, vous connaissez mon binôme habituel, Shai Mamou. Ça va, Hello Antoine, Shai? ça va, En ouais, forme? nickel, Bon, ça va, on a été épargné. Il n'y avait qu'un seul match cette nuit. c'est ça. Boston qui termine, toutes les séries de l'Est sont terminées avec cette victoire de Boston. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ce match? Ouais, je pensais que les Celtics auraient moins de difficultés à plier l'affaire. Alors, on avait vu sur le match précédent que ils avaient peut-être pris les Hawks un peu de haut en se disant que ce serait plus simple que ça. Et au final, je m'attendais à ce qu'ils règlent le tir lors de ce Game 6. Ça a été plus compliqué que prévu. Et je ressors du match avec quelques questions sur la capacité de Boston à augmenter son niveau sur les prochaines séries et avec une impression plutôt positive des Hawks, ce à quoi je m'attendais pas du tout parce que je pense qu'on était beaucoup à se dire que déjà peut-être que les Hawks sortiraient même pas du play-in et que ce serait une formalité pour Boston qui avait plein de problématiques autour de Trae Young, du nouveau coach, de plein de choses et au final Atlanta ressort de la série avec plein de choses intéressantes sur lesquelles travailler et Boston qui a fait le job mais en se compliquant un peu la vie. Ouais, les Hawks n'ont clairement pas démérité, notamment sur les 3 derniers matchs au Mm. final. Il y a un scénario inverse du game 5 sur ce game 6, c'est-à-dire que dans le game 5, Atlanta prend le dessus dans le final en passant un 23-8 à la fin, dans les 6 dernières minutes, pour aller chercher cette victoire avec le panier donc décisif de Trae Young à 3 points, de Ouais. loin d'ailleurs, il a mis vraiment un beau game winner. Et Mm. là, sur ce match-là, Boston a accéléré quand il fallait, c'est-à-dire que dans les 6 dernières minutes, pour le coup, il y a un 18-8, dont un 11-0 avec Ouais, 3 paniers à 3 points. Et c'est vraiment le moment clé voilà, où les Celtics ont su faire la différence. Mais c'est vrai qu'il y a eu avant ça peut-être un peu de nonchalance, un peu de suffisance. Et des Hawks, finalement, bien percutants, qui ont su gêner les Celtics. Ouais. ouais, c'est le 11-0 vraiment dans le quatrième qui a confirmé cette impression que les Celtics choisissaient un peu leur moment et se foulaient pas plus que ça pour imposer leur domination. Le 11-0 avec Jalen Brown, Al Horford qui a été vraiment très très fort et important dans le quatrième quart-temps et Jason Tatum à 3 points aussi. Tatum qui met un contre très important aussi sur Collins dans le money time pour empêcher les Hawks de revenir trop près. C'est difficile de ressortir hyper enthousiaste pour Boston parce que ils auraient tellement dû, je trouve, plier l'affaire avant que ces espèces d'inconstances qu'on a pu voir. Quand tu regardes juste la feuille de stats, tu te dis bon Tatum et Brown, ils ont fait leur match, 30 points, 14 rebonds, 7 passes pour Tatum, 32 points pour Brown. Ils ont été bons, mais ça reste un peu inconstant et ils n'auraient pas dû être autant en difficulté. Je ne sais pas ce que tu en as pensé aussi, mais ils auraient pu plier ça bien avant. Et même si Atlanta, vraiment, il faut le souligner, hein, les Hawks étaient bien plus valeureux que ce qu'on pensait. Si Trae Young passe pas à côté de sa deuxième mi-temps, ce qui passe complètement à côté de la deuxième au niveau de l'adresse, il finit quand même avec 30 points et 10 passes, mais à 9 sur 28, et il a manqué 12 de ses 13 tirs en deuxième mi-temps. Ouais. Je trouve qu'il a été serré d'un peu plus près en deuxième mi-temps aussi. Ouais. Juste sur le 11-0, là, il y a c'est vrai, Boston peut terminer avant, mais en fait, ce 11-0, il part de 2 exploits presque purement Mm. individuels. Alors, c'est là où Boston a 2 All-Stars et 2 Superstars. Jalen Brown, il met un 3 points en isolation. Jason Tatum, il met aussi un 3 points en isolation. Celui d'Orford part d'un décalage à la fin, mais les 2 premiers, et notamment celui de Brown, où Atlanta a 3 points d'avance. Donc, vraiment, le panier à 3 Mm. points de Jalen Brown, il est vraiment important, même s'il reste du temps au chrono, hein, et il y a de la marge. Mais voilà, il y a du mal. Du côté de Boston, il y avait du mal à créer du jeu. Peu de mouvement, beaucoup de passivité. Alors, on le sait, de toute façon, c'est une équipe qui joue sans un vrai meneur et qui s'appuie vraiment Mm. sur ses stars pour faire la différence. Et pour créer. Mais au final, ouais, il y a des points qui, moi, m'ont semblé. Disons que Boston ne va pas pouvoir se permettre de jouer avec l'interrupteur comme ça en cours de match contre une équipe comme Philadelphie, par exemple. Ouais, contre Philadelphie et même au-delà, peu importe. Mais la campagne de playoff de l'année dernière a été tellement bonne, je trouve, pour Boston, où il y avait beaucoup moins ce côté interrupteur, comme tu viens de le dire. Je trouve que Tatum et Brown étaient toujours, enfin Tatum en particulier, toujours très fort de A à Z à part en finale.
Et là, il y a ces écarts d'énergie mises sur la création, sur la défense. Enfin, là, les Celtics prennent encore beaucoup de points, 120 points, même si on est en 2023, c'est beaucoup de points contre une équipe qui n'est pas une des toutes meilleures de la ligue, c'est beaucoup. Il y a des questions aussi. Enfin, Mazzulla commence à rechanger un petit peu au niveau de la rotation des minutes accordées. Il a ressorti Grant Williams du placard, Batman, comme il aime se surnommer. Il a rejoué 17 minutes alors qu'il il était resté sur le banc pendant une bonne partie de la série. Au final, ce qui les a un peu aussi remis dedans, je trouve, sur ce quatrième quart-temps, j'ai bien aimé personnellement l'apport de Marcus Smart, que je trouvais méconnaissable ces dernières semaines. Le début de match est compliqué pour lui aussi, la première mi-temps n'est pas très bonne, mais par contre, je l'ai retrouvé dans cette intensité presque Lui aussi met un maladive. 3 points décisif. Voilà. Cette intensité presque maladive. Alors, c'est pas un créateur, ce sera jamais un créateur, un meneur, gestionnaire, tout ce que tu veux. Mais quand il est là, il incarne toujours cette espèce de, voilà, cet ADN de combativité qui fait que tu peux te sortir de situations compliquées. Donc là, savoir qu'il est peut-être un peu sur la voie d'un retour intéressant, c'est quand même bien, parce qu'il y a aussi d'autres options. Hein. Derrick White sur la série est plutôt bon. Brogdon en sortie de banc, ça reste un luxe d'avoir Malcolm Brogdon en sortie de banc. On l'a dit dans les previews de début de saison, on l'a redit en cours de saison, ça change quand même, ça t'apporte une profondeur qui est absolument essentielle. Mais voilà, je suis ressorti de ça en me disant bon, ok, je demande à en voir plus de la part de Boston. Est-ce qu'ils étaient dans la gestion, consciente ou pas, en se disant bon, on a lâché beaucoup d'énergie dans les playoffs l'année dernière, est-ce qu'on ne devrait pas se ménager un peu plus sur le premier tour, ou est-ce que c'est juste qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils sont obligés de procéder comme ça sur courant alternatif? Je sais pas. En tout cas, voilà, on ressort de ce match avec des questions sur Boston pour la suite et plein de choses encourageantes pour Atlanta. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quelque part après, avec l'élimination de Milwaukee, on s'est dit, bon, il y a une espèce de voie royale pour Boston, qui a longtemps été présentée par nous-mêmes d'ailleurs aussi, hein, comme une des deux locomotives de la NBA avec Milwaukee. Alors déjà, Milwaukee donc, est sorti, et Boston fait moins figure de locomotive après ce premier tour. Moi, je suis d'accord avec toi, il reste des questions. Je pense qu'il reste quand même favori. Puis ça va être, en fait, au final, ça va être quelque part très intéressant de suivre ça contre Philadelphie, de voir est-ce que les Celtics sont capables de jouer tout du long sur plusieurs matchs, sur toute une série, jouer avec la même intensité et aussi leur niveau de jeu. Sur leur profondeur, la présence de Brogdon est intéressante, mais ce que je trouve, et c'est pas que la réalité de ce match pour le coup, je trouve que le banc des Hawks a été meilleur sur cette deuxième partie de série. Le banc des Hawks a été meilleur. D'ailleurs, c'est quand Bogdanovic et Saddiq Bey rentrent, Atlanta passe devant, repasse devant, mais passe devant, prend les devants. Et, bon, il y a Brogdon qui lui fait effectivement son match en sortie de banc, mais c'est pas si profond au final, Boston. C'est profond dans le sens où ils ont un excellent sixième homme, mais ça va tourner à 8. Hein. Ça va tourner à 8 grand max. Hein. Après, voilà, dans les 8, il y a Malcolm Brogdon et il y a Robert Williams qui sont Robert Williams, qui n'est pas encore, très bons joueurs. Qui est pas encore au niveau exploitation par Mazzulla, c'est pas encore. C'est un peu intriguant parce que c'est quand même une pièce hyper importante de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Lui, Grant Williams, les deux Williams en fait doivent jouer un rôle essentiel. Si les deux sont vraiment opérationnels et percutants en sortie de banc, ça le fait. Brogdon, parce qu'après bon, le reste du banc, les Pritchard, Hauser, c'est vraiment c'est des minutes. S'ils veulent, ils font la cornette attaque qui saute en décalé sur les 3 points pour dérouter l'adversaire sur 5 minutes, mais ça ne changera pas grand-chose. En fait, c'est vrai que ça a l'air moins profond que ce qu'on avait pu entrevoir en début de saison, où on se disait, oula, s'ils arrivent en play-off sans blesser ou quoi, et c'est le cas, là, l'équipe est là, majoritairement, tout le monde va bien. Voilà, c'est un peu plus incertain que ce qu'on pensait. Après, je dis ça, peut-être qu'ils vont régler tout ça contre Philadelphie. Ils vont profiter du fait que justement ils sont en meilleure santé que les Sixers et puis résoudre toutes les petites interrogations qu'on a à l'heure actuelle. Et pour le banc d'Atlanta, je suis d'accord, c'est ce qui fait partie des trucs les plus prometteurs de leur côté, parce que si tu regardes bien les 3 remplaçants les plus utilisés, donc dont tu parlais, Saddiq Bey, Bogdanovic et donc Okongwu, qui a encore été très bon à chaque CQFR. Chaque CQFR où Atlanta joue, on va redire que Okongwu est excellent et qu'il mérite plus que 20 minutes sans doute l'année prochaine. 6 points, 11 rebonds, 2 contre, 2 passes. Il est là dans l'intensité, il est toujours là. Ces 3 remplaçants dont on a parlé là, ils sont tous avec un différentiel positif sur un temps de jeu significatif, plus de 20 minutes ou plus. Donc ça fait partie des choses intéressantes
reconstruction ou transition de l'année prochaine pour Atlanta. Oui, je pense qu'on a vu vraiment du côté d'Atlanta, on ne s'attendait pas à une telle résistance, je vais dire, même si au final ils sortent en 6 manches, mais il y a beaucoup d'analystes voyaient cette série se terminer en 4, 5 manches. Nous, personnellement, on était plus sur 5 manches. Donc on voyait ça, et 5 manches plutôt aisées au final pour Boston, alors qu'au final ça n'a pas été le cas. Du côté d'Atlanta, il y a des ressources. J'ai trouvé aussi que John Collins était mieux en vue et mieux utilisé ces derniers temps. Je l'ai trouvé bon sur ce match. Alors évidemment, il a été adroit. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'adresses sur cette rencontre à 3 points, mais voilà, il a parfois ses moves au poste bas, parfois il a de la balle au poste haut, parfois il est juste utilisé en spot-up, mais c'est intéressant ce que propose Atlanta. Il y avait même Trae Young, tu vois, qui est maladroit, mais au final, qui est maladroit en deuxième, mais que je trouve en fait, grosso modo, j'aime bien. Je trouve que cette équipe, ce système fonctionne plutôt bien. Faut voir comment ils peuvent se renforcer autour, mais on a une équipe qui est intéressante. En quelques semaines, finalement, il y a quand même eu un impact Quinn Snyder. On pouvait se demander ce que ça apporterait, parce que tu arrives en cours de saison avec une équipe que tu n'as pas choisie, qui joue d'une certaine manière depuis 2-3 ans avec les mêmes joueurs que l'année dernière, plus ou moins. Finalement, à voir de quelle manière ça s'est produit, mais il a quand même réussi quelque chose. Et pour moi, le simple fait d'entendre Trae Young à la fin du match, alors Trae Young, il y a quand même beaucoup de questions autour de lui, même de son avenir. Est-ce que ça va être une des prochaines stars à demander son trade? C'est le joueur le plus détesté, pour reprendre le sondage, parce que c'est pas vraiment surcoté, c'est le joueur le plus détesté par ses pairs. Il y avait plein de questions autour de ça, et Trae Young qui sort de ce match en disant Quinn Snyder, c'est notre futur. Je suis persuadé qu'avec lui, Atlanta va gagner un titre de champion. Rien que ça fait un peu commitment, tu vois. T'as l'impression qu'il est prêt à repartir au combat l'année prochaine, qu'il a confiance dans ce coach-là. Et rien que ça, c'est quand même, c'était inespéré vu ce qui s'était passé avec Nate McMillan. Le fait qu'on te dise que même au sein de l'équipe, Trae Young divise, pour pas dire plus. Il y a une espèce de, voilà, il y a une osmose, quelque chose qui est. Tu sais, il y a des équipes qui sur une période courte ont performé sur une fin de saison ou une campagne de playoff où ils ont été éliminés, mais où l'année suivante, ils ont. Phoenix. Voilà, Phoenix, c'était dans la bulle, voilà, et l'année suivante, ils sont allés en finale. Tu peux bâtir sur des courtes périodes comme ça, ou une espèce d'union sacrée, où tu te bases là-dessus pour la suite. Je dis pas que ça va forcément se produire, il y aura des changements dans l'effectif, tout ça, mais au moins, c'est plus encourageant que ce qu'on pouvait prévoir pour Atlanta. Oui, je suis d'accord. C'est quand même une équipe d'ailleurs qui avait, pareil, on l'avait sous-estimé lors du play-in. On s'attendait pas à ce qu'ils battent Miami. Ils ont dominé Miami, et on voit derrière ce que Miami a fait à Milwaukee. Alors c'est évidemment bien différent, c'est des matchs à élimination directe, et après une série, ça se prépare pas du tout de la même manière, mais c'est intéressant. Au final, les 3 dernières semaines ont peut-être changé beaucoup de choses à Atlanta, et en positif. Et voilà, cette équipe sort. De toute façon, personne ne s'attendait à ce qu'elle passe. Elle sort, mais il y a vraiment de quoi construire. Alors que Boston passe, et que quelque part, c'est pas complètement l'effet inverse, mais on se dit qu'il va falloir se remuer, qu'il y a quand même pas mal de questions avant la série contre Philly. Par contre, j'en profite. Joel Embiid est toujours incertain pour le premier match de la série contre Boston. Donc ça sera une donnée évidemment importante. On peut traiter aussi un peu l'actualité. Il y a quand même eu hier soir en Euroleague, pour le coup, on va parler un peu de basket, un peu de basket européen, même si c'est pas vraiment du basket. Malheureusement, il y a eu une grosse bagarre générale entre le Partizan et le Real Madrid. Ouais, c'était chaud. Avec des Français impliqués. Ouais, des Français au centre du truc, des Français et un Espagnol, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est pas que j'encourage à aller voir, parce que malheureusement, c'est pas des, comme on dit, c'est pas les images qu'on aime bien voir, surtout quand ça débouche sur des blessures et des choses comme ça. Mais en gros, à la fin c'est le game 2, donc des quarts de finale entre le Real Madrid et le Partizan. Et le Partizan menait de 15 points à 1 ou 2 minutes de la fin, et le match a été arrêté parce que Sergio Llull, un des amis du peuple français qui nous a tant battus dans les campagnes internationales, Sergio Llull a fait une faute énormissime sur Kevin Punter. Un vrai arrive, coup de... Voilà. Mais bon, on en a déjà vu. Nous, on a déjà vu ça en équipe de France avec Nico Batum. Voilà, bon, un craquage peut arriver, sauf que bon là, c'est ce que ça a déclenché qui est fou. Après, il y a eu rassemblement, échauffourée, comme on dit. Et les deux trucs qu'on voit quand tu visionnes la vidéo, c'est Gershon Yabusele qui fait un truc complètement insensé, qui chope Dante Exum par derrière. Prise de catch, de MMA, de ce que tu veux, mais
Sauf que c'est pas un catcheur dans le Exum, donc il est pas habitué à ce genre de truc-là. Et il s'explose sur le sol et il s'est blessé. Visiblement, le médecin du Partizan parle même d'une rupture d'un tendon au niveau de l'orteil. Donc, blessure très sérieuse. Il dit même qu'il aurait pu se briser la colonne, tout ça. Bon, après, j'imagine que c'est aussi pour le futur rapport arbitral. Il faut quand même. Ils ont voulu souligner la gravité du truc, mais il va prendre une suspension gigantesque, à mon avis, et peut-être même plus si Exum décide de porter plainte, parce que là, c'est sur une action qui n'a rien à voir avec du jeu. Donc, et c'est surtout disproportionné par rapport à ce qui se passait. Ça pouvait être un début de bagarre, tout ça, mais c'était pas un coup classique d'une bagarre, quoi. Et l'autre, Mathias Le Sort, pour le coup, joueur du Partizan, un peu en dehors de la caméra, un peu discretos, qui allait mettre une manchette pas très jolie à Zanan Moussa, ancien joueur NBA aussi. Et c'est les deux qui vont, je pense, prendre la plus grosse suspension. Mais tous les joueurs ont été exclus, en fait. Ils ont décidé d'arrêter le match, d'expulser tout le monde, et tous les joueurs ont été exclus. Et le Partizan mène 2-0. Voilà. Et c'était très moche, honnêtement. Promis, on trouvera d'autres opportunités de vous parler d'Euroleague, mais bon, c'est vrai quand même que la vidéo de cette bagarre tourne beaucoup et c'est quand même un des faits marquants de la soirée basket. Et le truc, c'est qu'il faut se dire qu'il y a aussi un match 3 à jouer mardi et un match à Belgrade. Ça peut être la guerre mondiale. Il faut que les mecs ils arrivent 10 minutes avant le match et qu'ils repartent avant la fin du 4e quart-temps s'ils veulent sortir en un seul morceau, les joueurs du Real. Alors, même s'il n'y aura sans doute pas tous les belligérants, on va dire, j'imagine qu'il n'y aura pas Yabusele, que Le Sort sera suspendu d'ici là aussi, mais ouais, je n'aimerais pas être à la place des Madrilènes. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de venir, honnêtement. Ouais, on verra, mais c'est vrai qu'en tout cas, que les quarts de finale de l'Euroleague sont assez chauds entre Maccabi, Monaco, Ouais. où il y a eu pas mal de fautes techniques. C'était chaud Là, aussi. Belgrade, Madrid, cette bagarre, et effectivement, on sait Belgrade à quel point les supporters du Partizan et même de ceux de Belgrade en général, que ce soit de l'Étoile Rouge ou du Partizan, peuvent être très très chauds. C'est très bouillant en Serbie. On verra du coup le dénouement de cette affaire, les suspensions à venir. Ouais. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, pour le coup, Monaco, ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même égalisé. Ils ont gagné 86-74 contre le Maccabi. C'était pas forcément gagné d'avance. Donc, au moins là, cette série-là est serrée. Autant l'autre paraît plié, Real Partizan. Bon, là, autant Monaco est toujours bien en vie, quoi. Ça, c'est cool. Ouais, un club français au Final Four, ça serait très sympa. Ouais. Autre actu, bon, il y a les Raptors qui sont à la recherche de leur coach. Et je pense voilà, qu'ils t'ont pas appelé, toi. Je crois qu'ils ont appelé. Après, il doit y avoir encore 4-5 personnes devant moi, puis après, le nombre de personnes, voilà. Plus d'une dizaine de coachs interviewés, dont Becky Hammon, j'avoue. C'est l'assistante de Popovic. Voilà, et qui est championne de WNBA avec les Las Vegas Aces pour sa première saison, dont tout le monde dit que c'est une coach super, que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la première femme peut-être nommée head coach si Pop avait décidé de prendre sa retraite, ou si un front office comme celui de Portland, qui l'avait comme finaliste avec Billups notamment, l'avait choisi. Oui, je pense qu'elle aurait vraiment pas fait moins bien que Chauncey Billups, mais elle fait partie des coachs qui vont être interviewés par les Raptors pour remplacer Nick Nurse. Vu que je suppose que Ujiri avait quand même sondé Ime Udoka, qui connaît bien, et que ça s'est pas fait, qu'il est parti à Houston. Là, la recherche, elle est intense et elle est très très large. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va Il y a donner. Kenny Atkinson aussi dans le lot. Ouais, il va faire partie tous les ans, je pense qu'on va avoir. Exactement. Ouais. Comme il y a eu Mark Jackson pendant un temps, je pense que plus personne n'interviewe Mark Jackson, c'est fini, mais il y a des coachs comme ça qui se font interviewer à chaque fois qu'un poste se libère et qui sont toujours dans le top 5 dans la shortlist finale. Mais après, à la fois, Becky Hammon, j'aimerais bien, mais je suis même pas persuadé que ça l'intéresse directement, en fait. Elle est dispo parce qu'elle a envie d'aller en NBA un jour, mais je suis pas sûr que ce soit là qu'elle aille. En plus, en finale, on ne sait même pas vraiment quelle direction va prendre Toronto à l'heure actuelle. Je veux dire, il y a un effectif donc Toronto qui a été éliminé lors du play-in. Il y a un effectif plutôt talentueux sur le papier, pas suffisamment fort pour vraiment prétendre à quelque chose, mais avec des bons joueurs. Quand même, il y a du Siakam, il y a des joueurs agents libres, Fred VanVleet, Gary Trent Jr. Il y a des joueurs qui circulent donc dans les rumeurs, que ce soit Siakam, que ce soit Anunoby. Il y a des jeunes, il y a des vétérans plus confirmés. On ne sait pas trop est-ce que Toronto va partir sur une reconstruction en essayant d'aller gratter un pic très haut placé. Voilà. J'imagine que ça dépendra du pic obtenu par Portland. Je pense que Siakam intéresse beaucoup les Trail Blazers. Ouais. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de questions autour de Toronto.
Et c'est plutôt flou pour l'instant, donc on va suivre ça aussi. Nous, pas de CQFR ce week-end, mais lundi, on se retrouve lundi matin. Il y aura le début des demi-finales de conférence. Ouais, puis la nuit prochaine, il y a aussi quelques matchs bien chauds, bien sympathiques. Oui, voilà, bah, évidemment, on ne fera pas de vidéo, mais on va suivre tout ça, évidemment. Et Ouais, puis, n'hésitez pas, hein, sur basketsession.com, il y aura le CQFR papier, le CQFR écrit, il y aura ouais. des news, il y aura des analyses. On se retrouve donc lundi, nous, pour un CQFR vidéo, un bilan du week-end. Et lundi, on se fera aussi normalement un podcast, si je ne dis pas de bêtises. Et n'oubliez pas, le mardi, la late session sur Twitch. C'est plus détente, on parlera d'un peu tout. En tout cas, voilà, passez un très bon week-end. Ciao à tous, ciao Shai. Ciao Antoine.